1923. Georges Méliès, le premier magicien du cinéma, l'inventeur des effets spéciaux, détruit son œuvre dans un moment de désespoir. Les négatifs originaux des 520 films qu'il a tournés entre 1896 et 1913 partent en fumée. Disparu à jamais, ses rêves, ses visions féeriques et ses chefs-d'œuvre? Pas sûr. 100 ans plus tard, Méliès l'Enchanteur va encore nous jouer un dernier tour et réapparaître dans son éternelle jeunesse. Mais il y a encore un truc, n'est-ce pas, monsieur Méliès ? C'est un personnage absolument extraordinaire, Méliès. C'est le cinéaste qui a fait tous les trucages possibles et imaginaires. Il a tout commencé. Tout ce qu'on fait depuis, on peut dire voilà, il a déjà fait et puis on recommence. Il y a quelque chose de joyeux, de constamment inventif. Et je sais pas, il y a une créativité énorme, évidemment, mais il y a encore des éléments dans son travail qui sont totalement modernes maintenant. Méliès est quand même profondément ancré dans le 19e siècle, et plus particulièrement dans la fin du 19e siècle, qui est quand même celui, effectivement, des grandes féeries théâtrales, des théâtres de magie. Il y a un véritable engouement pour ces deux genres à cette époque. Et lui, il participe pleinement de cet élan, parce que le genre Méliès est profondément imprégné de cette féerie qu'il avait vue dans son enfance au théâtre du Châtelet ou au théâtre de la Gaîté. Rien ne disposait Georges Méliès à devenir le maître de la fantaisie et de l'illusion. Né à Paris en 1861, il est le benjamin des 3 fils de Jean-Louis Stanislas Méliès, un riche fabricant de chaussures de luxe. Jeunesse aisée et studieuse. Il reçoit une bonne éducation, mais rêve de faire les beaux-arts. Son père s'y refuse et Georges doit rejoindre l'entreprise familiale. Dans l'usine de son père, il s'occupe surtout de l'entretien des machines, ce qui lui permet d'acquérir de bonnes connaissances en mécanique. En 1885, au retour de son service militaire, il épouse Eugénie Génin, la fille d'un autre marchand de chaussures. On n'échappe pas facilement à son destin. Ses parents l'envoient à Londres faire une sorte de stage chez un marchand de tissus, mais en fait, au lieu de travailler dur, il fréquente surtout les théâtres de magie, et surtout, à cette époque, Londres est un peu le centre des magiciens. Donc il y a l'Egyptian Hall notamment, où on monte des trucs absolument extraordinaires qui vont beaucoup l'inspirer par la suite. Donc en fait, Méliès revient à Paris, totalement obsédé par la magie, et plus du tout par la fabrication de chaussures, ça c'est certain. Méliès maîtrise vite l'art de l'illusion et commence à se produire sur scène. Il donne des représentations dans les salons parisiens, au cabinet fantastique du musée Grévin et au théâtre de magie de la galerie Vivienne. En 1888, lorsque son père se retire des affaires au profit de ses fils, Georges utilise sa part de l'héritage pour acheter le célèbre théâtre Robert Houdin, temple de la magie moderne, situé 8 boulevard des Italiens, à Paris. Méliès va, en 1888, prendre possession de ce théâtre
de tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Il y a tout le matériel de Robert Houdin, il y a tous les automates, c'est génial, et toute l'équipe. Il va se jeter dans cet art qu'il adore avec une énergie extraordinaire, avec un amour extraordinaire, mais c'est un peu comme une danseuse, c'est-à-dire qu'il va y perdre en fait énormément d'argent. Méliès commence par remettre le théâtre à neuf. La salle est illustre, mais a connu des années difficiles depuis la disparition de Robert Houdin en 1871. Il conçoit également de nouveaux spectacles pour lesquels il invente de grandes illusions qui feront vite sa réputation. Les créations s'enchaînent, les succès aussi. Méliès devient rapidement une figure incontournable de la profession. En cette fin de siècle, Paris brille de mille feux. De nouvelles attractions fleurissent un peu partout sur les grands boulevards. Au musée Grévin, situé à 2 pas du théâtre Robert Houdin, Émile Reynaud présente ses pantomimes lumineuses, l'ancêtre du dessin animé. C'est également sur les boulevards qu'ont lieu les premières démonstrations parisiennes du kinétoscope de l'américain Thomas Edison. Un étrange appareil permettant la vision individuelle de courtes scènes enregistrées sur pellicule. Parmi les spectateurs, le photographe Antoine Lumière est émerveillé. Il charge aussitôt ses 2 fils, Auguste et Louis, de se consacrer à l'étude d'un appareil qui permettrait la projection de ces photographies animées. Mon premier contact réel a été établi entre moi et M. Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Robert Houdin, et comme il me connaissait de vue, il me dit « Dites donc, M. Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. » Pourquoi, lui dis-je, mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. Et au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand tout à coup, je vis le personnage se mettre en mouvement, venir vers nous, quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire, nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits. Immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire. Nous sommes le 28 décembre 1895. Le destin de Georges Méliès vient de basculer. Rapidement, il construit sa propre caméra et commence à tourner. Une partie de cartes, son premier film, reprend un sujet des frères Lumière. Assis à gauche, Lucien Relos, qui sera durant 1 an son associé, le seul qu'il aura jamais. Ensemble, ils déposent l'étoile de la Starfilm, la marque de fabrique de Méliès, et conçoivent le kinétographe, un appareil de projection qui se vend mal et est vite oublié. En revanche, le catalogue de films s'enrichit rapidement de nouveaux titres qui sont présentés chaque soir à partir d'avril 1896 au théâtre Robert Houdin. Si ses premiers films sont dans la lignée des films Lumière, Méliès s'oriente rapidement vers des sujets plus originaux, inspirés de ceux qui ont fait la renommée de son théâtre, comme le fameux numéro d'escamotage d'une dame.
Sur scène, l'escamotage nécessite quelques accessoires spéciaux pour dissimuler le moment où l'assise de la chaise bascule, permettant à la jeune femme de disparaître à travers une trappe cachée sous un journal. Au cinéma, Méliès va utiliser un truc bien plus simple, dont l'idée lui est venue par hasard. C'est tout simplement un blocage d'appareil qui s'est produit place de l'Opéra pendant que je prenais les voitures qui passaient devant moi. Tout à coup, l'appareil s'arrête, le temps qu'on le débloque. Naturellement, les voitures qui suivaient avaient changé de place, et j'ai eu la surprise, après collage, de voir tout d'un coup apparaître à la place d'un omnibus Madeleine Bastille, un corbillard, avec la famille qui suivait derrière. Le premier trucage cinématographique est né, et Méliès ne va pas hésiter à en user et en abuser. Si les frères Lumière ont inventé le cinématographe, Méliès est bien le père du spectacle cinématographique. C'est d'ailleurs Louis Lumière qui le dit. Entre ses mains, la caméra ne cherche pas à enregistrer le réel. Elle donne naissance à un univers où l'imaginaire et le merveilleux règnent en maître. Comme tous les pionniers, en fait, en 1896, Méliès tourne en plein air, dans son jardin, devant une toile peinte, voilà. Et donc on voit bien qu'il y a des problèmes de lumière, et puis devant, il y a la toile qui bat, etc. Donc il a l'idée très vite, effectivement, de construire un studio de verre, imiter des studios de photographes. Et là aussi, il est quand même l'un des premiers à faire cette architecture incroyable pour abriter et tourner sereinement ces vues fantastiques. Le premier studio était simplement une grande salle longue de 17 mètres sur 6 de large, vitrée de tous les côtés en verre dépoli, et sans aucune préparation. Il n'y avait à ce moment-là aucun truc de scène, n'est-ce pas, comme j'ai fait plus tard. Plus tard, j'ai monté toute une machinerie théâtrale avec dessous et dessus, de façon à pouvoir faire de la grande féerie, comme je suis arrivé à faire des pièces importantes. Contrairement au spectacle de magie où il pouvait déléguer en fait la mise en scène une fois qu'il avait fixé un cadre, au cinéma c'est lui qui invente, c'est lui qui a la maîtrise de ce qui se passe dans le studio, donc il faut impérativement qu'il soit là, devant, derrière la caméra et à la maîtrise de l'ensemble du processus de création. En fait, c'est un homme suractif. Il n'arrête pas de toute la journée. Il se rend donc à Montreuil. Il dessine ses décors, parfois lui-même. En tout cas, il fait ses propres esquisses. Et il fait répéter ses acteurs. Il a dans la tête le scénario. En général, il n'est pas écrit. Il a déjà prévu les trucs. Il les a déjà imaginés. Il est acteur, comédien, réalisateur, truqueur, scénariste. En fait, c'est l'homme orchestre, hein, Méliès. Il fait tout à la fois. C'est un cas unique dans l'histoire du cinéma. Et le soir, ça ne s'arrête pas du tout là. Méliès revient à Paris, va au théâtre Robert Houdin, et puis la journée finalement se termine très tard. Et le lendemain, ça recommence. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'accordait très très peu de repos, mais pour lui, c'était pas du travail naturellement, c'était une joie constante, quoi.
En 1898, la France connaît une grave crise politique et sociale. L'affaire Dreyfus divise l'opinion. Injustement condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne, le capitaine, d'origine juive, croupit au bagne depuis déjà 4 ans. Le véritable coupable, lui, vient d'être acquitté. Car prendre la défense de Dreyfus, c'est s'attaquer à l'armée, orgueil de la nation. Comme les actualités cinématographiques n'existent pas encore, Méliès recrée dans son studio les principaux tableaux de cette affaire, qui ne trouvera son épilogue que 8 années plus tard. Il se réserve même le rôle de Maître Laborie, l'avocat de Dreyfus. Méliès a choisi son camp. Dix ans plus tôt déjà, alors qu'il envisageait une carrière de dessinateur, il avait combattu à coups de crayons affûtés le général Boulanger, qui menaçait la jeune et fragile Troisième République. Avec l'affaire Dreyfus, premier film politique, Méliès ouvre de nouvelles perspectives au jeune cinéma. La production de la Star Film aborde désormais tous les genres: publicité, drame, comédie, reconstitutions historiques. Mais ce que le public préfère malgré tout, ce sont les grandes féeries et les scènes à trucs. En un mot, le genre Méliès. Joyeux tous ces films. Et on peut même analyser le public de cette époque, voir avec quoi ils s'amusaient les gens, en voyant les films de Méliès. C'est-à-dire, psychologiquement et socialement, on peut très bien faire une explication du public par rapport aux gags, par rapport aux histoires qu'ils aimaient, parce qu'ils aimaient ces histoires, et c'était un succès énorme, Méliès. Si on veut comprendre Méliès, il faut comprendre que Méliès s'adresse d'abord à deux clientèles. D'abord la sienne, c'était le petit théâtre Béroudinck, mais l'essentiel de la production est réservé aux forains. Les gens à cette époque voyaient des films à l'intérieur de tentes avec des conditions de projection qui étaient très particulières. Il y avait l'aboyeur derrière qui ameutait la foule, il y avait un bonimenteur avec de la musique, avec le son des groupes électrogènes. Il y avait un univers sonore, voire olfactif, tout à fait extraordinaire. Donc, si vous voulez, on n'arrive plus à l'heure actuelle à retrouver. C'est un secret perdu, en fait. Le succès des films de Méliès s'explique aussi grâce à ça. C'est-à-dire que c'est les forains qui ont su trouver la bonne combinaison pour rendre ces films absolument extraordinairement attractifs. En 1902, Méliès présente Le Voyage dans la Lune, son chef-d'œuvre. Une pièce à grand spectacle, en 30 tableaux, qui a demandé 3 mois de travail. Du jamais vu. Ah bah, la Lune, c'était le rêve romantique de tout le monde. Et c'est une idée absolument extraordinaire. Évidemment, ça devient le best-seller le plus énorme du cinéma à l'époque. Il y a une créativité énorme, évidemment, mais il y a aussi une logique complètement implacable là-dedans. Il a des contraintes techniques parce qu'il tourne dans un espace restreint, donc il crée sa profondeur avec la perspective, avec les arrière-plans. Et puis le reste, c'est l'imagination qui complète pour que le tableau, enfin le réalisme soit atteint. Ce qui le distingue, au fond, c'est pas sa science des trucages, c'est pas sa technique, c'est son imagination, qui a l'air sans fin et qui a l'air constamment en éveil et constamment en œuvre. C'est ça qui est formidable chez lui.
le succès du voyage dans la Lune attire forcément l'intérêt de la concurrence. Et notamment celle de Charles Pathé, qui en propose aussitôt une nouvelle version. Souvent copiés, jamais égalés, les films de Méliès combinent magie et cinéma dans un savant mélange de machinerie théâtrale, d'effets d'optique ou pyrotechnique, de fondus enchaînés et de surimpression. Autant de trucs que Méliès invente avec jubilation et qui rendent visibles l'imaginaire et l'impossible. Pendant quelques années, la Star Film va connaître le succès et une renommée mondiale. Les films de Méliès, on en redemande. Alors chaque mois sortiront du studio de Montreuil de nouvelles scènes à trucs, de nouvelles féeries et des voyages impossibles toujours plus spectaculaires. Le studio tourne à plein régime et commence à devenir un peu juste. Alors, puisque sa propriété est vaste, Méliès en fait construire un second en 1907, adossé à la vieille maison de son père. Il va désormais pouvoir tourner 2 films en parallèle et tenter de répondre à la demande d'un marché en pleine évolution. À cette époque, il était reconnu comme une personnalité très influente, il était ami avec toute la corporation, mais tout le monde le considérait comme un original, comme un artisan, comme un artiste. Et donc il était assez isolé en fait. En février 1909, le congrès des éditeurs de films se réunit à Paris. Georges Méliès le préside. Il est entouré de Léon Gaumont, Georges Eastman, Charles Pathé et des plus importants producteurs internationaux qui vont imposer les nouvelles règles du jeu. Car le cinéma est désormais une industrie, une affaire sérieuse. Dans les grandes villes, on construit à tour de bras des salles qui lui sont uniquement dédiées. Cette sédentarisation du spectacle entraîne forcément un nouveau modèle économique de distribution des films. Les copies ne sont plus vendues comme au temps des forains, mais louées, ce qui permet de renouveler plus rapidement les programmes et augmenter les profits. Ce changement implique toute une organisation et des capitaux importants que Méliès ne peut fournir. Il n'a jamais créé de société et a toujours tout financé sur ses propres deniers. Mais sa fortune n'est plus qu'un lointain souvenir. Et puis, le nouveau système oblige à produire plus, toujours plus, et pas seulement des scènes à trucs et des féeries qui commencent à passer de mode. Il a bien délégué la réalisation de quelques films à Manuel, son assistant, mais les résultats ne sont pas brillants. Méliès, il est dépassé. Il fait des blagues, il fait du théâtre, il fait des choses amusantes. Mais le cinéma rentre dans une époque, une période sérieuse. On touche à la société. Malgré son Dreyfus, il n'arrive pas quand même à faire des choses que d'autres, les Américains et surtout en font, ailleurs, font des choses très très importantes. Et ça lui échappe un peu. Il n'arrive pas à sortir du théâtre et d'autres l'ont fait. Désormais, l'empire Pathé domine le cinéma mondial. Charles Pathé, ici avec Ferdinand Zecca, le réalisateur maison qui pendant des années a pillé Méliès. Paradoxalement, en 1911, alors que Méliès n'a plus tourné depuis 1 an, c'est ce rival de toujours qui va lui proposer de financer de nouveaux films. Une dernière chance, à moins qu'il ne s'agisse d'un pacte avec le diable.
Hélas, ces 6 derniers films seront 6 échecs. Les studios de la Star Film ferment en 1913. Méliès est ruiné. Mais il faut bien vivre. Durant la guerre, le studio de Montreuil est transformé en théâtre. Toute la famille est mise à contribution. Méliès, naturellement, s'est réservé la mise en scène et la réalisation des décors. À Paris, le théâtre Robert Houdin sert quant à lui de cinéma. Les soldats en permission peuvent y découvrir Charlot, le nouveau roi de l'écran. Le cinéma vient d'entrer dans une nouvelle ère. En janvier 1922, Méliès est exproprié du théâtre Robert Houdin, qui doit être démoli pour permettre le prolongement du boulevard Haussmann. L'année suivante, il lui faut vendre sa propriété de Montreuil pour payer ses créanciers. Méliès racontera plus tard « Je n'avais aucun local où entreposer les centaines de négatifs de mes films. Dans un moment de colère et d'exaspération, j'en ordonnais la destruction sans penser que je commettais là une imprudence irréparable. » Moi, j'ai pensé d'une sorte de suicide. Une façon de se suicider à travers son œuvre, et une façon de protester aussi, énormément. Et il y a des artistes qui ont fait, des grands artistes qui ont brûlé des œuvres, qui ont brûlé des tableaux, etc. Mais ça, c'est assez inexplicable. Quelques années plus tard, on retrouve Georges Méliès tenant un stand de jouets à la gare Montparnasse, aux côtés de Jeanne d'Alcy, l'une des anciennes vedettes du théâtre Robert Houdin, où sa petite taille et son agilité avaient fait merveille dans les tours d'escamotage. Elle avait été la vedette de ses premiers films, la première vampe du cinéma, sa maîtresse. Elle est aujourd'hui sa seconde épouse. Cet homme hyperactif se retrouve coincé dans une petite gargote, dans un couloir venteux de l'ancienne gare Montparnasse, quand même de 1925 à 1932. 7 ans de captivité, en quelque sorte, dans ce petit réduit où tout le monde l'oublie. Plus personne ne pense à lui. Malgré tout, il continue ses activités, notamment auprès de la Chambre syndicale de la précipitation, mais le milieu du cinéma l'a totalement oublié. Méliès travaille 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Alors, pour occuper ses rares moments de liberté, il reprend en dessin les grandes scènes de ses chefs-d'œuvre désormais invisibles, mais que lui n'a pas oubliés. Petit à petit, une nouvelle génération de cinéphiles commence à lui rendre visite et s'émeut de son sort. En décembre 1929, Jean Mauclerc, directeur du Studio 28, lui organise même un grand gala d'honneur à la salle Pleyel. Mais pour tout spectacle, il ne reste plus que 8 films retrouvés au hasard, souvent incomplets, mutilés, rayés. Un crève-cœur pour celui qui avait tout misé sur la perfection des images.
En 1932, Méliès est accueilli au château d'Orly, maison de retraite de la Mutuelle du cinéma, où il va enfin pouvoir se reposer aux côtés de Jeanne d'Alcy et de Madeleine, sa petite fille, dont il s'occupe depuis 1930. Il reçoit de nombreuses visites, de jeunes passionnés qui vont fonder la Cinémathèque française, mais aussi ses vieux amis, des gens du cinéma. On évoque la possibilité d'un retour à l'écran. Mais sa dernière apparition sera finalement pour une modeste publicité pour des cigarettes. Un dernier film, un dernier tour. Et puis Méliès s'en va un triste jour de janvier 1938. Son studio, en ruine, livré aux herbes folles et aux gamins des rues, sera finalement détruit en 1945. Avec le temps des hommages, débute véritablement la quête de l'œuvre perdue du magicien de Montreuil et de ses films invisibles. En 1948, la Cinémathèque française organise la première exposition qui lui est entièrement consacrée. La Cinémathèque française a toujours donné le ton, n'est-ce pas, le là, et a été toujours imitée par les autres cinémathèques. Parce que Langlois, il y avait ce sens extraordinaire de dire on préserve les films, ce que faisait en Angleterre aussi, mais on les montre en même temps. Les films sont faits pour être montrés, donc on les montre. Langlois à la Cinémathèque avait déjà beaucoup travaillé sur Méliès, avait déjà sauvé beaucoup de choses, il avait réuni beaucoup de choses à la Cinémathèque. En 1943, Langlois embauche la petite fille de Georges, Madeleine, qui devient secrétaire à la Cinémathèque française. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, Madeleine va développer une vraie passion pour l'œuvre de son grand-père. Et elle va à son tour essayer de reconstituer ce puzzle très dispersé. Et elle va le faire avec beaucoup de passion et de volontarisme. Si bien qu'à un moment donné, ces deux personnalités très fortes vont se quereller. Mais c'est de la faute aussi de Langlois, puisque Langlois lui avait dit moi, je porte le cinéma du monde entier sur mes épaules. Vous n'avez qu'à vous occuper de Méliès. Au fil des ans, bien évidemment, différentes structures vont s'attacher à ce travail et c'est petit à petit que sur à peu près 40 ou 50 ans, que des copies qui étaient gardées chez des collectionneurs vont réapparaître et c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver des éléments de films de Georges Méliès. En 1961, au moment du centenaire de la naissance de Méliès, une soixantaine de films ont déjà été retrouvés. Mais la quête continue. Grâce aux recherches dans les caves et les greniers, d'anciennes copies d'exploitation sont retrouvées régulièrement à travers le monde. Au début des années 2000, ce sont finalement près de 200 films qui sont redevenus visibles sur les 520 tournés. Mais les copies sont parfois de qualité médiocre, endommagées et bien souvent incomplètes. Retrouver des films est aussi une course contre le temps, car ces copies anciennes sont tirées sur une pellicule chimiquement instable qui se décompose inexorablement.
La pellicule devient collante, les images disparaissent et la bobine finit par tomber en poussière. Chaque nouvelle découverte permet donc de rajouter une pièce au puzzle et certaines pièces peuvent s'avérer d'une importance capitale. En 2016, cherchant à combler les manques dans une copie du Juif errant, les restaurateurs parisiens de la société Lobster apprennent qu'une copie du film survit également aux États-Unis à la Bibliothèque du Congrès. Coup de théâtre. L'élément en question n'est pas une simple copie d'exploitation, mais le négatif original d'une qualité d'image exceptionnelle. Quand on restaure un film, la meilleure source est toujours le négatif original. C'est la pellicule qui était dans la caméra au moment du tournage. Les images sont incroyablement nettes, on peut y voir le moindre détail. En comparant le négatif avec la copie retrouvée en France, on voit bien qu'il s'agit du même film, même si la différence de qualité saute aux yeux. Mais en rapprochant les deux images, une autre différence apparaît. Oh, pas grand-chose, un petit décalage à la prise de vue, donnant un curieux effet de profondeur et de relief. Méliès aurait-il été le premier cinéaste à tourner des films en relief dès 1903 ? Allez savoir. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Renseignement pris, ce n'est pas un, mais presque 80 négatifs originaux qui dorment sur les étagères de la Bibliothèque du Congrès. Comment est-ce possible, puisque Méliès les a tous brûlés dans son jardin ? Voilà un mystère qu'il va nous falloir tirer au clair. Cette enquête va nous mener de surprise en surprise et déboucher sur une véritable opération de sauvetage pour restaurer toute une partie méconnue de l'œuvre de Georges Méliès. Et pour bien comprendre comment les événements se sont enchaînés, un petit retour en arrière s'impose. En août 1902, Méliès achève la production du Voyage dans la Lune, pour lequel il a dépensé 10 000 francs, une belle somme pour l'époque. Il espère naturellement se rembourser par la vente de nombreuses copies du film à travers le monde. Mais aux États-Unis, certaines copies ne sont pas achetées pour être projetées. Entre des mains indélicates, elles sont envoyées dans des laboratoires pour y être recopiées et donner naissance à d'innombrables contrefaçons de moins bonne qualité qui vont inonder le marché. C'est le premier acte de piratage de l'histoire du cinéma. Méliès a pourtant glissé le logo de la Starfilm dans l'image. Qu'à cela ne tienne, il est tout simplement gratté dans les copies pirates. Au début du cinéma, avant la Première Guerre, les Français étaient incroyablement compétitifs par rapport aux producteurs américains. Et donc beaucoup de films que l'on voyait aux États-Unis venaient de France. L'industrie cinématographique américaine était assez impitoyable. La concurrence était féroce et beaucoup de producteurs n'avaient aucun scrupule sur la façon de réaliser les films ou de s'en procurer. Et comme les lois protégeant la propriété sur les films n'existaient pas avant 1911, tous les coups étaient permis. Pour contrer cette concurrence frauduleuse, Méliès décide alors d'ouvrir une succursale aux États-Unis et confie cette tâche à son frère Gaston. De 9 ans son aîné, Gaston s'était jusqu'alors occupé de l'entreprise familiale de chaussures, mais celle-ci a fermé en 1896 en raison d'une mauvaise gestion. Il est donc désœuvré et prêt pour l'aventure.
En mars 1903, Gaston arrive à New York et s'installe au 204 38e rue. 3 mois plus tard, la succursale américaine est prête à fonctionner pour commercialiser la production parisienne de la Star Film et la protéger des contrefaçons. Mais importer des films depuis la France coûte cher en frais de douane. Gaston aura donc également la charge de tirer les copies des films de Georges directement sur place. Et pour que celle-ci soit de qualité, il lui faut un second négatif original. Du coup, à Paris, Georges conçoit un curieux dispositif permettant d'obtenir simultanément 2 négatifs identiques de chacun de ses films. Identiques ou presque. Les objectifs des 2 caméras sont distants de quelques centimètres, ce qui explique la différence de parallaxe. 2 continents, 2 négatifs, 2 Méliès. Voilà la clé du mystère. Méliès, effectivement, a été le premier à avoir l'idée de filmer avec 2 caméras pour obtenir 2 négatifs. En tout cas, cette idée allait être reprise en France et aux États-Unis, un peu partout. Et donc, c'est magnifique de considérer que les appareils qu'il a utilisés, notamment à partir de 1902, pour réaliser des films quand même assez sophistiqués, c'était quand même des appareils assez archaïques. Et malgré ça, il va obtenir quand même des miracles de précision dans le domaine des trucages. Pendant quelque temps, les affaires de la succursale américaine sont florissantes. Georges, qui a tout financé, s'est remboursé de ses investissements en moins d'1 an. Gaston, quant à lui, touche une part importante des bénéfices. Mais le marché américain n'est pas le marché français, et le vent commence à tourner. Donc à une certaine époque, aux États-Unis, ce qu'on appelle la guerre des brevets, c'est-à-dire c'est Thomas Edison qui a déposé très tôt, en 1891, des brevets pour le kinétoscope, mais surtout pour le film 35 mm perforé. Et donc il peut revendiquer un certain nombre de choses sur tous ces gens qui produisent du film, en fait, puisque s'en réclame l'inventeur. Donc il veut créer un trust en 1908, qui va appeler la MPPC, la Motion Picture Patent Corporation, qui va rassembler un certain nombre d'éditeurs. Et à un moment donné, Gaston Méliès, aux États-Unis, sent qu'il faut absolument y pénétrer, y entrer, pour que les intérêts de Georges soient représentés sur le sol américain. Gaston Méliès pensait qu'en rejoignant le trust d'Edison, il obtiendrait le droit de distribuer les films de Georges tournés à Paris. Malheureusement, Edison a vite compris que ces films avaient du succès et étaient les plus rentables. Du coup, il a dit à Gaston, « Désolé, vous pouvez faire des films ici, mais pas en distribuer venant d'ailleurs, car cela enfreint les brevets américains. » Cela signifiait que les négatifs des films de Georges Méliès n'avaient plus aucune valeur puisqu'il ne pouvait plus rien en faire. Du jour au lendemain, ces merveilleux films étaient devenus des reliques inutilisables, bonnes pour la poubelle. Alors, puisqu'il ne peut plus distribuer les films de Georges, Gaston va se mettre à produire ses propres films aux États-Unis et fonde pour cela la G. Méliès Manufacturing Company. Georges, Gaston, un G. Méliès en remplace un autre. Mais le style est bien différent. Les films de Gaston, des westerns, des drames, des comédies, en un mot, des films modernes.
car Gaston a compris que les féeries et les scènes à trucs sont passées de mode. Si Georges est bien heureux de toucher les royalties sur les films de Gaston, il ne les apprécie pas pour autant. Il n'aime pas surtout que cette production américaine porte son nom et considère que ce mélange des genres entache sa réputation. Cette confusion en trompera sans doute plus d'un. 30 ans plus tard, Orson Welles, grand admirateur de Georges Méliès, voudra lui rendre un hommage sous forme de clin d'œil. I'm going away tomorrow night. Indefinitely. I hope you have ever so nice a time, George. I don't expect to have a... Pas de chance, l'affiche de Méliès qu'il choisit est celle d'un film de Gaston. En janvier 1911, Gaston part s'installer en Californie, qui est en train de devenir le nouvel Eldorado du cinéma. Mais petit à petit, ses acteurs et les membres de son équipe technique le quittent pour aller travailler pour des compagnies concurrentes bien plus prestigieuses. Les affaires vont mal. Alors, Gaston quitte les États-Unis pour un grand périple de 10 mois en Extrême-Orient. Avant son départ, il a pris soin de vendre 50% de la G. Méliès Company à la société Vitagraph de Brooklyn, qui va continuer à distribuer ses films. Quant aux négatifs de Georges, qui n'intéressent plus personne et coûtent cher en frais de stockage, il les a confiés à un ami qui va les conserver dans sa cave. Son voyage va le mener à Tahiti, en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Singapour, au Cambodge et enfin au Japon. Gaston y tournera une 60aine de films qui n'auront aucun succès. Nous sommes en 1913, les frères Méliès viennent tous les deux de donner leur dernier tour de manivelle. Ils sont désormais brouillés, ils ne se reverront jamais. Le rideau tombe sur les négatifs de Georges et de Gaston. Bientôt, la guerre va emporter la jeunesse française et le souvenir même du nom de Méliès. Mais l'odyssée des négatifs américains de la Star Film ne fait que commencer. Dans les années 30, on célèbre à nouveau Méliès, le retraité d'Orly. Louis Lumière lui remet enfin la Légion d'honneur. Les hommages s'enchaînent. On veut l'inviter à venir présenter ses films, ce qui pourrait lui rapporter quelques revenus, lui qui est si démuni. Mais il n'en possède plus, puisqu'il les a tous détruits. Méliès alors se souvient des négatifs américains. Mais comment les retrouver ? Gaston est mort en 1915 et la succursale de New York a fermé depuis bien longtemps. Méliès n'est pas le seul à rechercher ses films. À la même époque, aux États-Unis, Jean Leroy, un autre pionnier du cinéma, essaye de constituer une collection consacrée au début du 7e art. Jean Leroy, un étrange personnage. Il prend contact avec Méliès et lui raconte une incroyable histoire. J'avais il y a quelques années les négatifs de la Star Film dans ma cave. Car c'est lui, l'ami à qui Gaston en 1911 avait confié la garde du précieux trésor. Hélas, il ne possède désormais plus rien, car en 1921, Paul, le fils de Gaston, a repris les négatifs et les a vendus. Méliès tombe des nues. Pour lui, une chose est sûre, il est le seul propriétaire de ses films. Cette transaction est donc simplement du vol. Il veut que cela se sache et demande à Leroy de publier des annonces dans la presse pour empêcher toute tentative d'exploitation. Le mystérieux acheteur se manifeste alors, et ce n'est pas exactement un voleur. Il s'agit de Léon Schlesinger.
Et oui, les négatifs de Méliès étaient entre les mains du futur producteur de Bugs Bunny. 150 négatifs achetés en toute légalité, contrat à l'appui. Sauf qu'en 10 ans, Schlesinger n'a pas réussi à remettre en circulation ses vieux films qui n'intéressent plus grand monde. Et avec l'arrivée du parlant, il est passé à autre chose. Aujourd'hui, il est d'ailleurs en train d'essayer de les revendre à la Paramount. Schlesinger accepte malgré tout de traiter avec Méliès qu'il admire. Il lui propose un pourcentage sur la vente et la possibilité de se faire tirer des copies. Mais la parution de l'annonce évoquant le vol des films a fait du tort à tout le monde. La vente n'aura pas lieu et la situation en restera là. Méliès ne récupérera jamais ses films, mais aura la satisfaction d'apprendre que de guerre lasse, Schlesinger les a déposés dans un musée. Il écrira « Un heureux hasard, bien tardif, fait donc que toute l'extraordinaire production de Georges Méliès ne sera pas à jamais disparue. » C'est l'Académie des Oscars qui héritera finalement des négatifs en 1950 à la mort du producteur de Bugs Bunny. Il ne reste alors que 53 boîtes contenant 80 films. Recevoir aujourd'hui 53 boîtes de négatifs originaux de Méliès, ce serait un miracle. Mais à l'époque, dans les années 50, je ne sais pas s'ils ont réalisé ce qu'ils avaient entre les mains, combien ces films étaient importants. Car à l'époque, l'Académie n'est pas une archive. Quelques films sont toutefois sauvegardés en 1958, mais les machines disponibles ne sont pas adaptées aux films anciens, et les originaux qui étaient en bon état ressortent souvent en morceaux. Le reste continue à s'abîmer et à se décomposer. 20 ans plus tard, à l'initiative de l'archiviste David Shepard, qui souhaite montrer ses films, les négatifs sont transférés à la Bibliothèque du Congrès, qui entreprend une nouvelle campagne de restauration. Mais la plupart ne passent toujours pas dans les tireuses, et les négatifs s'abîment à chaque fois un peu plus. Il y a aussi les films non identifiés et les laissés pour compte. Il est donc grand temps de monter une nouvelle opération de sauvetage et pour cela, après un siècle passé sur le sol américain, les précieux négatifs vont enfin revenir en France. C'est vraiment formidable que nous ayons l'Académie, la Bibliothèque du Congrès, le Centre national du cinéma et Lobster Film réunis pour ce projet. Les films vont finalement être restaurés pour que l'on puisse de nouveau les célébrer et les projeter à travers le monde. C'est vraiment fantastique. C'est la dernière chance de restaurer ces films correctement pour les générations futures, car d'ici 5 à 10 ans, il est probable que ces films aient fini de s'autodétruire. Pour la première fois, on voit ce qu'était la qualité des négatifs de Georges Méliès. Et c'est vrai que c'est vraiment pour un restaurateur formidable d'avoir la possibilité de repartir de la matière première, en quelque sorte. C'était des négatifs d'une excellente qualité, qui sont très bien développés, qui ont été très bien séchés. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important, la qualité du matériel d'origine. On a la chance d'avoir donc un matériau originel vraiment exceptionnel et en face les outils qui permettent de restituer ce caractère exceptionnel. Première étape de la restauration, il faut assouplir les films ou les décoller lorsqu'ils ont commencé à se décomposer. Un traitement chimique très précis interdit aux États-Unis pour des raisons de politique environnementale.
Puis les films sont numérisés image par image sur un scanner de très haute définition qui va les révéler dans leur beauté brute. Restent les nombreux défauts, les déchirures et les outrages du temps. Ils sont parfois terribles. Et pour cela, il y a les logiciels de retouche image et aussi le talent des restaurateurs. Le projet n'en est qu'à ses débuts et prendra encore des années. Mais c'est la fin d'un périple interminable pour ces négatifs miraculés. C'est également la promesse d'un nouveau départ, un voyage pour l'éternité. L'histoire du cinéma nous apprend d'où nous venons, mais aussi jusqu'où nos rêves peuvent nous faire voyager. Après tout, c'est la machine à rêves, pas vrai ?